Bonjour à tous, c'est Welcome. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière. Il y a quelques semaines, je me suis rendu avec Jérôme chez un astrophysicien qui nous a accordé un entretien avec lui. On vous laisse avec les images de l'interview. Bon visionnage. Bonjour Philippe. Bonjour à tous les deux. Merci de nous recevoir. Ouais, merci. Vous êtes astrophysicien à l'Observatoire du Pic du Midi. C'est ça. Alors, vous travaillez là-bas pour Je travaille à une division de l'Observatoire Midi-Pyrénées, et entre autres au Pic du Midi. D'accord, ok. Mais plus précisément sur le site de Tarbes, où c'est là que je passe l'essentiel de mon temps. Vous êtes professeur d'astrophysique. D'astrophysique, alors c'est des classes de licence 2 et de licence 3, donc c'est plus une initiation à l'astrophysique et de physique en général. D'accord, ok. Et votre passion, du coup, genre, parce que j'imagine que c'est une passion si vous faites ce métier-là, donc qu'est-ce qui vous a amené vraiment à plonger là-dedans? Alors c'est une passion qui est venue par le biais de lecture de science-fiction. D'accord. J'ai été très friand, et même encore maintenant. Quand j'étais très jeune, je dévorais les livres. Et puis, jusqu'à ce que je me rende compte qu'on pouvait en faire un métier. Mais je m'en suis rendu compte tard, à l'université. Quand j'étais moi-même en première ou deuxième année d'université, j'ai vu que finalement, la physique me plaisait beaucoup. Ouais. C'était grâce à la physique qu'on pouvait étudier ce qui se passait au-dessus de la Terre. Donc, D'accord, je vois. Du coup, si vous deviez décrire simplement votre métier à quelqu'un qui connaît pas grand-chose, ce serait quoi les caractéristiques, les qualités pour être astrophysicien? Alors, bon, les qualités, c'est d'être curieux, c'est comme dans tous les champs de la science en général, même c'est quelque chose qui est inhérent à l'espèce humaine, normalement. Donc, c'est d'être curieux. Et puis, il faut être persévérant. Ça ne paye pas toujours. On peut se lancer dans des voies de recherche qui ne se concluent pas. Donc, il faut s'accrocher, quel que soit l'âge et quel que soit le domaine, pour aller au bout. D'accord. C'est les deux principales qualités, à mon avis. Qu'est-ce que vous faites en fait Parce que j'imagine qu'il y a plusieurs spécialités dans l'astrophysique. Tout à fait. Alors moi, ma spécialité, c'est la physique stellaire. Donc je m'occupe de la physique des étoiles en premier lieu. Ok. Et même en second lieu, c'est ma seule spécialité depuis que j'ai été formé à ça durant mon doctorat. Et si vous devez expliquer un petit peu ce qu'est la physique stellaire? Eh ben, ça concerne tout ce qui permet de mieux comprendre la structure et l'évolution des étoiles. Ok. Donc, pendant très longtemps, pendant plus de la moitié de ma carrière pour l'instant, j'ai travaillé sur la structure interne à travers une discipline qu'on appelle l'astérosismologie, qui permet donc d'étudier les modes vibratoires propres d'une étoile pour essayer d'en déduire des informations sur les distributions de densité, pression, température à l'intérieur de ces étoiles. La stérosismologie permet également d'entendre le soleil, et en voici une bande-son. Et puis depuis maintenant une dizaine d'années, j'ai abordé une autre problématique qui est l'évolution des étoiles en toute fin de vie, et en particulier comment est-ce qu'elles génèrent de forts vents pour expulser leur matière proche de la surface et ainsi enrichir le milieu interstellaire. D'accord. Ce qui fait ces fameux nuages qu'on observe après une explosion d'étoiles. Alors bien avant, oui. Alors, ouais. Mais ce qui fait par exemple autour de certaines nébuleuses planétaires. Ok. En fait, je travaille depuis très longtemps, enfin depuis que j'ai commencé, mon sujet de prédilection c'est l'étoile qui s'appelle Betelgeuse. Bien sûr. Qui va finir effectivement en supernova. Que beaucoup croient d'ailleurs qu'on aura peut-être la chance de notre vivant de l'avoir pété. Je vous préviens c'est pas tout de suite. impossible, mais c'est pas prédictible. Ouais, c'est pas prédictible, mais moi j'y crois peu quand même, parce que on parle d'échelle quand même, une échelle qui est plutôt sur l'univers, alors que nous on n'a pas la même échelle vraiment. C'est-à-dire que nous on a une espérance de vie de 80 ans maximum, une étoile c'est différent quoi. Donc Alors, un instant pour une étoile. Même si Betelgeuse vivra beaucoup moins longtemps que le Soleil, ça reste beaucoup par rapport à... Là, attention, on parle d'une échelle de temps qui n'est pas la nôtre. Quand on parle d'une étoile, on parle de plusieurs milliers, voire millions d'années. Pour un homme qui a une espérance de vie de 80 ans, il a peu de chances de voir Betelgeuse entrer en supernova. Comment ça fonctionne une étoile? Alors, une étoile, ça fonctionne... En fait, une étoile, c'est une accumulation de matière quelque part dans l'espace, comme une planète, comme un satellite, comme n'importe quoi, ou un petit caillou, une météore, quelque chose comme ça. C'est une accumulation de matière, mais cette matière, pour les étoiles, n'est que gazeuse. Et donc,
c'est un objet, une étoile, la plupart du temps au cours de sa vie, qui est sans cesse en équilibre, un équilibre hydrostatique, D'accord. entre la gravité, qui tend à enfoncer n'importe quel corps, à le réduire en un point, et puis quelque chose qui contrebalance cette gravité, et qui est issu des forces de pression qui sont générées par le moteur thermonucléaire au centre de l'étoile. L'équilibre hydrostatique, c'est en fait un équilibre entre deux forces. Il y a la force de gravité, elle, qui d'un côté va vouloir écraser l'étoile et la faire se réduire, et d'un autre côté, il y a les réactions nucléaires à l'intérieur de l'étoile, qui, elles, auront tendance à faire se dilater l'étoile. Donc, la gravité qui contracte d'un côté et les réactions nucléaires qui dilatent de l'autre fait qu'une étoile maintienne son volume, et c'est ça qu'on appelle l'équilibre hydrostatique. D'accord, donc une étoile, pour toutes les étoiles. donc une étoile, c'est vraiment un réacteur à fusion nucléaire, en fait. 50% de l'étoile, s'il n'y a pas ce réacteur de fusion thermonucléaire, l'étoile ne s'appelle plus étoile, c'est autre chose. Par exemple, on appelle ça des naines blanches, mais c'est pas des neutrons. Tout ça, c'est des termes impropres qu'on appelle souvent étoiles, mais qui n'en sont pas des étoiles. Et ce réacteur à fusion est nécessaire pour contrebalancer la gravitation. D'accord. Une étoile, c'est un nuage de gaz, Oui, plus ou moins. c'est que du gaz. Et Jupiter, une planète gazeuse, c'est un nuage de gaz aussi. Oui. Qu'est-ce qui fait que le Soleil s'est transformé, enfin, le gaz du Soleil s'est transformé en étoile, enfin fait une étoile, et pourquoi Jupiter pourrait pas devenir une étoile, entre guillemets une étoile, quoi? Parce que Jupiter... Alors en fait, la question que j'essaie de poser ici avec beaucoup de mal, comme vous avez pu le constater, c'est pourquoi Jupiter n'est pas devenu une étoile, car elle présente beaucoup de caractéristiques similaires à celui-ci. Nuage de gaz, beaucoup de masse, mais également de l'hydrogène et de l'hélium, ingrédients que l'on retrouve dans notre Soleil. Voici la Parce réponse. que Jupiter est trop peu massif pour avoir Ok. des réactions thermonucléaires au centre. Au centre de Jupiter, on ne sait pas vraiment, mais on pense qu'il y a un corps rocheux quand même, Ok, ouais. qui fait quelques dizaines de fois la masse de la Terre, Ouais. et c'est de la roche, et puis sûrement de la glace, beaucoup de glace. Et autour de ça graviterait le gaz. Et autour de ça, il y a le gaz. Ok. Alors il fait chaud au centre de Jupiter, il fait certainement plus chaud qu'au centre de la Terre, Ouais. mais c'est pas suffisant pour allumer les réactions thermonucléaires. Ok. Est-ce qu'on peut passer rapidement sur l'observatoire, ses caractéristiques, même sa situation géographique, et puis qu'est-ce qui pourrait le différencier en gros des autres observatoires qu'on a en France? Alors, déjà, l'observatoire. Quand on dit l'observatoire, le réflexe qu'ont les gens qui y travaillent, c'est de dire que c'est l'observatoire Midi-Pyrénées, dont le siège social est à Toulouse. Donc, ça représente 1000 personnes. L'essentiel de ces 1000 personnes sont à Toulouse. Mais il y a des sites excentrés. Je ne vais pas tous les citer, mais ceux qui sont dans le coin ici, il y a donc Lannemezan, qui est consacré à l'aérologie, donc la physique de l'atmosphère, vraiment. Le site de Tarbes, qui est la base arrière en fait du site le plus connu, qui est le Pic du Midi. D'accord. L'observatoire du Pic du Midi. Mais là aussi, au Pic du Midi, on n'y fait pas que de l'astrophysique. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il y a sur cet observatoire exactement? Il y a plusieurs instruments, j'imagine. Donc il y a un télescope d'un peu plus de 2 mètres de diamètre, il me semble. Télescope Bernard-Lyot, oui. Voilà, très bien. Donc c'est peut-être la plus grosse structure en fait qu'il y a là-bas. Oui, et de D'accord. très loin. De très loin, d'accord, le plus gros instrument. Mais il y a La aussi plus récente aussi. il y a aussi un coronographe, je crois. Il y a un coronographe, oui, j'exagère en disant ça, plus récent. Le coronographe est plus récent. D'accord. Mais la coronographie date de bien plus anciennement que le télescope Peut-être Bernard-Lyot. expliquer Ouais, ce que c'est la coronographie. Donc la coronographie, c'est le pouvoir de créer des éclipses artificielles. Ouais. En rajoutant donc un disque occultateur qui va cacher le disque du Soleil, Ouais. de façon à pouvoir voir la couronne Ouais. autour, enfin les régions autour du Soleil Et émises par le Soleil et chauffées par le Soleil. Et ça servirait par exemple à quoi? Avoir une éruption solaire, Alors on peut suivre des éruptions, on peut même les prédire dans certains cas. Enfin les prédire, on voit quand ça se passe à la surface et on peut dire au bout de combien de temps on aura des aurores dans le meilleur des cas ou des dégâts sur les satellites en orbite dans le pire des cas. Et ça permet aussi d'essayer de résoudre l'une des plus grandes énigmes en fait, c'est de comprendre pourquoi les couches vraiment très éloignées du Soleil, c'est à plusieurs centaines de milliers de kilomètres du Soleil, elles sont à des températures de plusieurs millions de degrés, alors que la surface du Soleil était à 6000 degrés. Alors il y a un grand mystère qui entoure le Soleil, entre guillemets. Donc il faut savoir que les couches externes du Soleil et son atmosphère, en gros, est à plusieurs millions de degrés. Alors que la surface du Soleil elle-même n'est qu'à quelques milliers de degrés, c'est-à-dire environ 5000. Et ça pose problème aux physiciens qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Ok. Mais du coup,
dans votre métier, est-ce que c'est votre rôle aussi de prévenir des éruptions solaires pour justement anticiper les aurores boréales ou les problèmes sur les satellites? Alors, c'est pas. Donc, ça fait partie. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, oui. Ouais. C'est pas moi. Mais effectivement, il y a des gens qui. Le Soleil est suivi sans cesse de partout depuis la planète pour essayer de suivre l'activité du Soleil. Tous les satellites ne sont pas protégés par les ceintures de champ magnétique de la Terre. Et la matière qui est expulsée dans l'espace par le Soleil, c'est du plasma, donc c'est des électrons et des ions, et donc c'est les courants électriques finalement qui arrivent jusque-là. Et les satellites, c'est des micro-courants, donc ça grille facilement en cas de surcharge. On sait qu'aujourd'hui, une des plus grosses menaces, qui pourrait en tout cas mettre un joyeux bordel pour l'expression, mais sur Terre, ce serait une grosse éruption solaire qui couperait toutes nos communications. Tout à fait. Donc ça, c'est quand même vachement surveillé, je suppose. C'est surveillé, sachant qu'on peut protéger, mais on ne peut pas protéger. On peut protéger jusqu'à un certain point. Il n'y a pas de garantie qu'on puisse toujours tout protéger. Okay. On n'est pas grand-chose face à la nature déjà sur Terre. Ouais, alors face à une étoile, on est encore plus petit. En fait, pour bien comprendre, il faut savoir que le Soleil a des éruptions de plasma qui provoquent des vents solaires qui traversent notre système solaire à de grandes vitesses. Notre planète est évidemment protégée par un bouclier magnétique qui dévie ces vents solaires. Mais quand ces éruptions sont très fortes, les vents solaires sont déviés jusqu'au pôle de notre planète et créent ce qu'on appelle des aurores boréales. Si les vents sont d'une grande force, ils peuvent endommager les satellites, voire même les installations au sol. Le danger, c'est de voir un jour une si forte tempête solaire que toutes nos installations électriques, téléphones, voitures, trains, tout ce qui fonctionne en fait avec de l'électricité, soit endommagé. Et autant vous dire que la crise qui en suivra sera de grande ampleur. Est-ce qu'il y a eu des découvertes importantes qui ont été faites soit par vous-même, soit... Alors tout est relatif. Ouais. Qu'il y a eu des découvertes importantes. Si je parle du télescope Bernard-Lyot, le grand télescope, c'est surtout celui sur lequel je travaille. Donc c'est un télescope qui est consacré à la détection de la polarisation de la lumière émise par les étoiles. Et donc les découvertes importantes, ça a été de trouver des étoiles qui avaient des champs magnétiques un peu identiques à celui du Soleil, des cycles magnétiques comme possède le Soleil, et puis que ces champs magnétiques pouvaient être détectés sur beaucoup plus d'étoiles que le Soleil. Donc, d'accord. Voilà. Le Soleil Mais c'est une spécialité de l'observatoire. Pardon ? Le Soleil a un pôle nord et un pôle sud. Le Soleil a un pôle nord et un pôle sud, géographique dans tous les cas, comme tous les astres, et en plus un pôle nord et un pôle sud magnétique, et en plus plein de petits pôles nord et plein de petits pôles sud magnétiques à la surface. En fait, la surface du Soleil est parcourue par de nombreuses taches. Ces taches correspondent à des pôles magnétiques, d'où partent des jets de plasma qu'on appelle protubérances. Et ces protubérances ont un lien direct avec les éruptions solaires. Les récentes actualités, pour le coup, donc ces derniers jours, là, on a vu Persévérance arriver sur Mars. Est-ce que vous pensez, vous, qu'un jour on va pouvoir trouver de la vie ailleurs, ou juste un signe qu'il y a eu de la vie quelque part dans le système solaire ou Alors j'y crois, mais c'est une croyance, c'est pas un fait scientifique pour l'instant. Bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ce métier, entre autres. C'est la science-fiction, en général, c'est souvent des confrontations à d'autres formes de vie. Alors je sais pas si ChemCam ou SuperCam, parce que je fais de la pub, les deux ont été conçus à l'Observatoire Midi-Pyrénées. On vous rappelle juste que SuperCam a été fait par des ingénieurs et astrophysiciens de l'Observatoire du Pic du Midi, donc c'est français. On rappelle juste quand même que c'est les yeux du rover. Exactement. Donc, c'est ce qui permettra une étude très très fine de la composition des matériaux que récupère le rover. Laser, pour micro. Le vaporiser. Voilà. Spectroscopie. Ouais, c'est ça. Alors l'instrument SuperCam et ChemCam pour Curiosity, je crois que ChemCam c'était Curiosity, et SuperCam c'est pour Persévérance. Ouais. Donc quand lui il va faire des analyses à distance, si je me trompe pas, en fait il envoie un laser qui va faire chauffer de la matière, et en fonction de ce qu'elle nous renvoie comme lumière, cette matière, on va pouvoir analyser sa composition. Identifier les constituants de cette matière. D'accord, ok. La spectroscopie, en fait, c'est l'analyse d'un spectre lumineux. Un spectre lumineux, on peut voir ça comme un arc-en-ciel. Et quand on regarde comment est composé cet arc-en-ciel, on peut déterminer et savoir de quoi est composé l'objet qui a émis la lumière. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de... Est-ce que c'est vraiment possible, quand on parle de pionniers qui auront posé le pied sur Mars pour une première fois, et même à l'avenir faire une colonisation carrément de cette planète?
Alors, poser le pied sur Mars, oui. C'est pas... Bon, le voyage est un peu long, hein, il faut un peu plus de 6 mois, mais c'est pour qui n'est pas claustrophobe, ça doit être jouable. Après, il faut y rester un petit moment avant de pouvoir repartir, si on veut pas que ça dure plus de 6 mois non plus. Ça peut se faire, pas demain, hein, mais d'ici quelques années, si on envoie quelques fusées auparavant pour stocker, des choses comme ça, pour le ravitaillement, pour préparer tout ce qu'il faut pour construire un abri où on peut évoluer, oui, c'est possible. Après, y vivre, parce que dans la science-fiction, il y a beaucoup le terme de la terraformation qui est employé. Eh ben, sur Mars, ça risque d'être très compliqué. Parce que, bon, générer une atmosphère, je connais bien Total Recall, donc oui, peut-être qu'on y arrivera, mais il faut, plus important, se protéger du rayonnement solaire, et Mars n'a plus de champ magnétique. Donc, à la surface, ça va être très difficile d'y vivre, sans protection. Je rebondis juste, vous disiez que vous aimiez la science-fiction, donc je suppose que vous aimez Elon Musk. Enfin, oui, en tout cas, c'est pas de la science-fiction. Non, mais ça peut paraître pour de la science-fiction. Il y a 10 ans, c'était de la science-fiction, c'est-à-dire qu'un booster allait revenir se poser. Oui. Il l'a fait. Ouais. Là, il nous dit qu'en 2030, l'homme marcherait sur Mars. 2040, c'est possible. C'est qu'une question de moyens. C'est ça. On pourrait y aller dès maintenant. Hein. Donc, pour vous, c'est du coup pas de la science-fiction, c'est bien réel. Vous y Ah croyez, oui, bien sûr. D'ici 2030, on aura posé. Si on est capable d'envoyer tous les vaisseaux qu'on envoie, on est largement capable d'envoyer un vaisseau habité. Hein. C'est peut-être de trouver les personnes qui vont être motivées pour y aller. Oh, je pense que les personnes motivées, il y en aura toujours. Ouais. Puis un minimum compétent aussi. Ouais, donc là, il y en a peut-être moins. Après, bon, un voyage martien, ça pose le problème aussi on voit plus la Terre. C'est-à-dire que dans l'ISS, on voit si, on la voit. Non, mais on la voit, mais on voit pas, on la voit pas. On la voit aussi comme bien, on voit Mars dire, ici, quoi. On voit oui. Plus gros quand même, plus brillant. Un peu plus gros, plus brillant. Mais on sait, psychologiquement, on sait pas ce que ça va faire sur un être humain de se retrouver dans cette position-là, quoi. Aussi loin et sans réel visuel. Je sais pas si Christophe Colomb s'est posé la question quand il est parti de dire je vois plus l'Italie ou l'Espagne. Je prends ça comme exemple aussi, mais sur des plus grosses échelles, mais c'est vrai que c'est similaire en soi quand ils sont partis. Ah oui, ils voyaient plus de terre du tout. Hein. Oui, et en plus, ils savaient même pas où ils allaient. Là, on sait qu'on va sur Mars. Ouais. Ils savaient pas où ils allaient. Je suis passionné. 2-3 petites questions que les abonnés nous ont posées. On en a une qui est revenue, je suis obligé de la poser. Vas-y. Vous y répondez comme vous voulez, mais à votre avis, il y avait quoi dans le Big Bang? Alors là, c'est comme l'espace, la question n'a pas de sens puisque l'espace comme le temps sont nés du Big Bang. Donc avant que le temps existe, est-ce que la question a un sens? Non. D'accord, faisons comme ça. Et avant, pour l'instant, on ne peut pas voir. En optique. Alors il y a peut-être des chances de pouvoir remonter le temps un peu plus avec des télescopes à neutrinos ou des télescopes à ondes gravitationnelles, donc on n'est pas encore là, mais peut-être qu'on pourra remonter beaucoup plus loin dans le passé de manière observationnelle. Hein. Après, il y a la façon de remonter dans le passé sur le papier, donc de manière théorique, et là on sait le faire jusqu'à pareil, un certain point, mais en deçà de ce point, on ne sait plus faire. On ne sait même plus si le temps ou l'espace a une réalité. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre à cette question. Je connais cette théorie, oui. Alors, on repart un petit peu sur la vie ailleurs, du coup. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui croient qu'il y a peut-être de la vie près de nous, un peu plus loin, qui, comme nous, auraient 2 bras, 2 jambes, un nez et 2 yeux? On peut le croire, hein. J'avais vu des ouvrages qui disaient mais si c'est un être, même tous les animaux, hein, ils ont un cerveau, pour que le cerveau il soit averti, il faut qu'il y ait les organes les plus proches, donc les oreilles, par exemple les yeux proches du cerveau, donc ça peut facilement faire une tête. Pour le reste, c'est plus difficile à élaborer, mais après, il y a l'adaptabilité qui joue un grand rôle sûrement. Donc, il y a plus de 4000 planètes détectées, je ne sais pas sur combien il peut y avoir de la vie. Ouais, je suis passionné. L'expansion de l'univers, c'est quelque chose qui est un petit peu flou, c'est-à-dire que là, en ce moment, on parle de matière noire, d'énergie noire, tout ça, mais quand on utilise le terme noir en général, ça veut dire qu'on ne sait pas trop de quoi on parle. Tout à fait, et c'est le cas. Ouais, tout à fait. Donc, est-ce que vous auriez pas une théorie, mais genre, est-ce que vous... Alors, c'est pas mon champ de domaine, hein, ouais. mais en fait, c'est pour essayer d'expliquer avec la physique que l'on connaît actuellement ce qu'on observe.
qui ont été introduites, et la matière et l'énergie noire. Je vois. Donc la matière noire, c'est pour expliquer le truc le plus courant, c'est la rotation des galaxies, qui contiennent, si on veut expliquer avec la physique que l'on connaît, leur courbe, la façon dont elles tournent sur elles-mêmes, il faut rajouter beaucoup plus de matière qu'on en voit. Donc il y a la matière noire. Et ensuite, pour interpréter l'accélération de l'expansion de l'univers, il faut rajouter une force, donc c'est l'énergie noire. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'on rajoute pour essayer de mieux comprendre les observations à partir de la physique que l'on connaît actuellement. Donc soit il y a des ingrédients qu'on ne connaît pas, d'où l'énergie ou la matière noire, soit la physique on ne la comprend pas encore bien, et peut-être qu'il n'y en a pas besoin. Merci Philippe Mathias pour cet entretien, c'était passionnant. Tant mieux, J'espère que ça va ça intéresser va susciter aussi. des questions. Ouais, Un grand merci en tout cas. De rien, c'était un plaisir. ouais, tout à fait. Ces questions. Merci beaucoup. Un grand merci à Philippe Mathias qui nous a accordé une grande partie de son temps ce jour-là afin d'échanger sur des sujets extrêmement passionnants. Voilà, j'espère que ce format interview tout nouveau sur la chaîne d'AstroAlex vous a plu. On vous cache pas qu'on a mis beaucoup de temps à monter cette vidéo, on n'est pas professionnel, donc n'hésitez pas à donner vos retours en commentaire pour améliorer un petit peu ce format. On dirait pas, mais pour réaliser une vidéo comme ça, on a besoin quand même de beaucoup de matériel, un appareil photo, un trépied, des micros, etc. Et si on a pu avoir ça aujourd'hui, c'est grâce à vos dons. Et donc un immense merci de toute l'équipe pour toutes les personnes qui ont donné sur la chaîne et également toutes les personnes qui suivent la chaîne. Et en attendant, on se dit à la semaine prochaine et surtout, restez curieux. Ciao.